Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. En Angola, tout d'abord, un verdict qualifié de scandaleux et ridicule par les défenseurs des droits de l'homme. Le rappeur Loati Beirao et 16 autres militants de l'opposition condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans de prison. Ils sont accusés de tentative de coup d'État. On en parlera également avec notre invité, l'opposant angolais Emmanuel Mayassi. Et puis au Niger, l'opposition se dit prête à un dialogue avec le chef de l'État réélu pour un nouveau mandat. Le président Issoufou a proposé la semaine dernière la formation d'un gouvernement d'union nationale pour tenter d'apaiser un climat politique particulièrement tendu depuis la présidentielle et l'incarcération d'un des candidats. Et puis nous parlerons de ce spectacle sud-africain qui a fait salle comble en Allemagne. Rebellion est une version moderne d'un Roméo et Juliette transposée à Johannesburg. Les danseurs sud-africains ont été acclamés. C'était un procès emblématique en Angola, un procès fleuve entamé en novembre dernier contre 17 militants de l'opposition. Et ce lundi, ils ont été condamnés pour tentative de coup d'État à des peines allant de 2 à 8 ans de prison. Parmi eux, le rappeur Loati Beirao écope de 5 ans et demi de détention. Le récit de Nicolas Germain. Le rappeur Loati Beirao est sans doute le plus connu des 17 opposants jugés ce lundi. Il a été condamné à 5 ans et demi de prison pour rébellion contre le président, association de malfaiteurs et falsification de documents. Les autres opposants ont été condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans de prison. Tous demandent le départ du président Dos Santos, au pouvoir depuis près de 40 ans. Nous avons joint à Luanda un militant très proche de ceux qui ont été condamnés. C'est triste et malheureux, mais c'était prévisible. Cela montre bien que l'on vit dans une dictature. Ils savent où on habite, ce que l'on fait, à qui nous parlons. Ils veulent faire taire la jeunesse. Les 17 militants avaient été arrêtés l'an dernier alors qu'ils discutaient autour d'un livre intitulé « De la dictature à la démocratie ». Selon Amnesty International, les droits de l'homme sont régulièrement bafoués en Angola. Certains analystes expliquent que le gouvernement est fébrile, car le pays grand producteur de pétrole souffre actuellement de la chute des cours de l'or noir. Ce mois-ci, le président Dos Santos, l'homme tant décrié par les 17 opposants, a lui annoncé qu'il quitterait la vie politique en 2018. Et on va continuer à parler de ce verdict avec notre invité Emmanuel Mayassi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant en France du mouvement CASA-CE, c'est la troisième formation politique en Angola. Alors tout d'abord, comment vous l'avez vécu, ce procès et ce verdict pour vous, l'opposition? Est-ce que c'est un procès de plus, la pression contre l'opposition, ou est-ce qu'il y a vraiment un mouvement très fort, très rude contre les opposants en Angola en ce moment? D'abord, merci pour l'invitation. Le verdict qui vient de tomber aujourd'hui, en tout cas, ça nous a laissé dans un état de tristesse. Nous sommes consternés, condamnés à 8 ans de prison de jeunes qui étaient tout simplement en train de lire des livres de méthodes, comment manifester, comment défendre ses droits. C'est consternant. Donc, et ce n'est pas la première fois, c'est quelque chose qui existe déjà. Le régime, il réprime tout le temps. Mais là, ces derniers temps, il a pris des proportions très, très alarmantes. D'ailleurs, deux nouvelles personnes ont été interpellées aujourd'hui, d'ailleurs, à l'issue de ce procès. Pourquoi est-ce que, selon vous, le gouvernement, comme vous le dites, réprime plus encore en ce moment même l'opposition? Je crois que ce sont les derniers soupirs. Le gouvernement, on sent que le gouvernement arrive à la fin. Il y a un mécontentement généralisé par rapport à la situation économique du pays. Les gens n'ont plus d'argent, on ne trouve pas des dollars. Oui, il faut rappeler que l'Angola, effectivement, est en crise en raison notamment de la chute des cours du prix du pétrole. Tout à fait. Le prix de pétrole a baissé, mais on vend quand même du pétrole. C'est la quantité des dollars qu'on avait qui a baissé, mais on en a encore. Donc l'État n'est pas en train de canaliser cet argent là où il le faut. Alors, il ne respecte pas les priorités. Le régime vit ces derniers instants, vous disiez. Il faut noter qu'il y a 2 semaines, le président Dos Santos a annoncé qu'il quitterait la vie politique en 2018. Est-ce que ça, c'est pas tout de même une avancée importante pour l'opposition, une concession importante à l'opposition? C'est pas une nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, ça, parce que c'est pas la première fois qu'il dit ça. Il a dit ça en 2001, il a répété ça en 2005, et là en 2016, il dit qu'il part en 2018. Et nous ne comprenons pas, si nous avons les élections en 2017, en août, pourquoi il part qu'en 2018? Pourquoi il ne part pas en 2017, à la fin de son mandat qui termine en 2017? C'est là où il devait partir. Je pense que cette annonce a pour objectif calmer la tension qui règne en ce moment dans le pays, parce que le peuple est très mécontent. Et pour calmer la tension, pour faire baisser la tension,
il a annoncé ça pour calmer les gens. Et comment vous expliquez cette longévité du président Dos Santos, il est au pouvoir depuis 1979 Est-ce que notamment c'est le soutien de certaines puissances occidentales ? Je pense que la communauté internationale aussi est complaisante. La communauté internationale, elle ne fait rien. Tant que ses intérêts sont sauvegardés, elle laisse faire. 36 ans, là bientôt cette année, en septembre, il va compléter 37 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Si au moins il faisait des bonnes choses, d'accord, mais là, en ce moment, dans les hôpitaux, il y a des enfants qui meurent tout le temps. Et cette épidémie de fièvre jaune, on a parlé sur notre antenne. Merci beaucoup Emmanuel Mayassi d'être venu dans ce plateau du Journal de l'Afrique. On va continuer à parler de l'opposition, mais de l'opposition au Niger, qui a réagi après l'appel à la formation d'un gouvernement d'union nationale lancé par le président Issoufou, qui a été réélu avec plus de 92%. Le Premier ministre a reçu ce lundi une délégation de cette opposition, dont le candidat malheureux est soigné en France, sans répondre directement à la proposition du président. L'opposition qui avait boycotté le scrutin se dit prête à un dialogue avec le chef de l'État. Écoutez. Nous avons l'obligation commune de faire en sorte que nous puissions créer les conditions qui nous amènent à un dialogue politique global, sincère et inclusif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de régler quelques questions techniques. Il s'agit, au regard du contexte qui est celui de notre pays, de créer les conditions d'un retour à la fraternité, d'un retour à la sincérité. En Algérie, les autorités annoncent avoir abattu un islamiste armé à l'est d'Alger, ce qui porte à 12 le nombre de terroristes tués dans ce pays en une semaine. L'opération a été menée dans la commune de Tadmaït, à 80 km à l'est de la capitale, 2 jours après une opération similaire dans cette même zone. Plus d'un an après les attentats du Bardo à Tunis, le secrétaire général des Nations Unies a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes de ces attaques. Ban Ki-moon, qui s'est également entretenu avec le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Et on en vient à ces 2 interpellations importantes dans l'enquête sur les attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui ont eu lieu ce week-end au Mali. Les 2 suspects, Ibrahim Ould Mohamed et Midi Agsodak Diko, pourraient, selon Abidjan, permettre de remonter non seulement le réseau de l'attaque en Côte d'Ivoire, mais aussi ceux qui ont frappé Bamako et Ouagadougou. Les précisions d'Anna Sylvestre-Trainer. L'enquête sur l'attentat de Grand Bassam semble avancer vite et elle pourrait encore s'accélérer avec ces nouvelles interpellations. Après les 15 arrestations annoncées la semaine dernière en Côte d'Ivoire, c'est cette fois-ci au Mali que 2 hommes qualifiés de clés de très importants ont été appréhendés ces derniers jours. Ils seraient tous les 2 au cœur du dispositif des attentats selon le ministre ivoirien de la Sécurité Ahmed Bakayoko. L'un aurait apporté une aide logistique aux terroristes, l'autre serait le chauffeur, le bras droit de Kounta Dalla qui lui est l'organisateur présumé de cet attentat et un homme extrêmement recherché en ce moment. L'étau se resserre autour de tout ce réseau, selon le ministre ivoirien de la Sécurité, mais également autour du réseau des attaques de Bamako et de celles de Ouagadougou, car selon Ahmed Bakayoko, ces 3 attaques sont le fait de terroristes liés interconnectés. Ces enquêtes avancent grâce à une étroite collaboration, une collaboration plus efficace entre tous ces pays. Et pour cela, la réunion la semaine dernière des ministres de la Sécurité du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali aurait été décisive pour l'enquête. Au Mali, le forum de la réconciliation est d'ores et déjà un échec. Le forum qui doit se pencher sur la situation de Kidal, dans le nord du pays, a démarré ce matin, mais avec une seule des 3 parties initialement prévues. Ni le gouvernement, ni les hauts responsables de la plateforme pro-Bamako n'étaient représentés. Seuls des responsables des mouvements de l'Azawad étaient présents. Écoutez. C'est juste 2-3 jours avant le forum que le gouvernement nous a saisis au téléphone pour nous demander le report de ce forum. Ce qui, au vu de l'état d'avancement de l'organisation, était pratiquement impossible à notre entendement. L'autre partie, qui est la plateforme, à ce stade ne nous a jamais saisis de façon officielle pour nous demander un report ou une annulation du forum, encore moins pour nous dire pourquoi elle est absente aujourd'hui à ces grands rendez-vous.
Propos recueillis par nos correspondants au Mali. Roméo et Juliette en Afrique du Sud. Le spectacle Rebellion fait fureur en Allemagne. La pièce de William Shakespeare a été remise au goût du jour et implantée à Johannesburg. Xénophobie, identité sexuelle, un spectacle de danse qui aborde de multiples problématiques. Regardez ce reportage. Une histoire d'amour impossible dans une ville chaotique. C'est la trame de ce Roméo et Juliette made in Afrique du Sud. L'intrigue se déroule à Johannesburg et au-delà de l'histoire, c'est la danse sud-africaine qui prend toute la place dans cette pièce. Il y a beaucoup de clichés sur la danse africaine. Et quand j'ai travaillé avec ces danseurs, quand j'ai écouté leurs avis sur ce pays en transformation, j'ai été inspirée et j'ai voulu que le reste du monde entende leur message. Le spectacle a été acclamé pendant 5 semaines en Allemagne l'an dernier, mais il est plus difficile d'attirer le public en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on n'a pas un grand soutien du public. Alors que quand on joue à l'étranger, c'est tout le contraire. On joue 3 soirs dans une ville et c'est toujours complet. Ce spectacle aborde de nombreux thèmes, l'identité sexuelle, les inégalités sociales et la xénophobie. Le but, casser les clichés sur l'Afrique du Sud. Nous racontons notre histoire au monde. Souvent, on dit que les Sud-Africains doivent savoir ce qui se passe en Europe. Je veux renverser cette idée et dire aux Européens, vous aussi, vous avez quelque chose à apprendre ici. La presse parle d'un spectacle complexe, puissant, rentre dedans, à l'image de la ville de Johannesburg. Et c'est la fin de ce journal. Restez avec nous. L'info continue dans un instant sur France 24.